Bonjour. Le paranormal, ça fascine toujours autant ces phénomènes qu'on n'explique pas tout de suite. Oui, c'est clair, il y a un attrait pour le mystère. Et aujourd'hui, on plonge dans un classique français sur la question, hein. Le paranormal d'Henri Brock. Oui, on dit bien Brock. Un livre fondamental, oui. Notre but, c'est d'explorer son approche critique, très méthodique. La zététique. C'est ça. On va voir ça à travers quelques exemples qu'il décortique. L'idée, c'est pas de tuer le rêve, hein, mais comme il dit, d'éveiller un devoir de vigilance. Exactement. Et cette démarche, la zététique, c'est vraiment le cœur du livre. L'auteur Brock, il l'a défini comme l'art du doute. L'art du doute méthodique. Voilà. Face à toutes les infos qu'on reçoit, pas toujours fiables, parfois amplifiées un peu n'importe comment, Surtout par certains médias, oui. Il insiste sur l'importance d'analyser, d'être rigoureux. C'est essentiel aujourd'hui pour naviguer, quoi. Absolument. Alors, entrons dans le concret. Un exemple que tout le monde connaît, qu'il analyse, le suaire de Turan. ah, le fameux sphère, cette pièce de lin qui montrerait l'image du Christ, une relique vénérée. C'est ça. Mais l'analyse de Brock, elle est, disons, elle remet les choses en perspective. Oui, carrément. Déjà, historiquement, on n'en trouve trace qu'à partir du XIVe siècle. C'est tard, quand même. Et il y a cette histoire troublante. Oui, le mémoire de l'évêque Pierre d'Arcis, à l'époque, qui dénonce ça comme une fausse peinture. Il dit même savoir qui l'a faite. Ça jette un froid quand même. Et puis, il y a les arguments scientifiques qu'il compile. Tout à fait. L'analyse de Voltaire-Macron, par exemple. Qui trouve quoi? Des pigments, de l'ocre rouge, des pigments d'artistes en gros, pas uniquement du sang. Ça change un peu la donne par rapport à l'image miraculeuse. Clairement. Et même les tentatives de reconstitution 3D de l'image. Les chercheurs eux-mêmes ont admis qu'il fallait arranger un peu les données pour obtenir une image, disons présentable. C'est pas très objectif, ça. Pas vraiment. Et puis ils pointent une incohérence avec le texte même de l'Évangile selon Saint Jean. Ah oui, laquelle? L'Évangile part de plusieurs linges, et d'un linge à part pour la tête. Ça colle pas avec l'idée d'un seul grand sueur. D'accord. Donc, beaucoup d'indices qui convergent. Vers une fabrication humaine, probablement autour de 1350, ce que les datations au carbone 14 faites bien après le livre ont d'ailleurs confirmé. Ok, très clair. Alors, autre exemple fascinant abordé par le physicien, la photographie kirliane. Ah, la fameuse aura. Voilà cette technique est censée montrer une sorte de bioénergie, surtout autour des êtres vivants. Oui, c'est l'interprétation qu'on entend souvent. Mais Brock rappelle que la physique derrière ça, elle est bien comprise. C'est quoi alors? C'est l'effet de couronne. Une décharge électrique, en fait, dans l'air humide autour d'un objet quand il est soumis à un champ électrique élevé. Donc, rien de biologique là-dedans? Hmm. Pas nécessairement. L'aspect de l'aura, sa couleur, sa forme, ça dépend de choses très terre-à-terre. L'humidité, la pression, si l'objet conduit bien l'électricité ou pas. Et le point crucial qu'il soulève, ça marche aussi bien avec une pièce de monnaie qu'avec une main. Exactement. Une clé, n'importe quoi, d'inanimé. Donc, difficile de parler d'une force vitale spécifique. Et l'effet feuille fantôme dont on entend parfois parler. Oui, l'aura qui resterait même si on coupe un bout de la feuille. Brock suggère que c'est sûrement un artefact, un problème technique lié à l'humidité qui reste sur la plaque là où était la partie coupée, par exemple. D'accord. C'est beaucoup moins mystérieux, vu comme ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est comment ces exemples montrent des biais de raisonnement plus généraux qu'ils critiquent. Comme quoi, par exemple? La confusion entre corrélation et causalité. Ou encore l'effet Barnum, vous savez. Ah oui, l'effet pluie. Les descriptions vagues qui semblent nous correspondre personnellement. Voilà. Pensez aux horoscopes, mais ça marche aussi pour des pseudo-lectures psychiques, des affirmations assez floues pour que beaucoup s'y reconnaissent. Et il parle aussi du rôle de l'illusionnisme, non? Pour démasquer certaines fraudes. Tout à fait. Il mentionne Uri Geller ou les guérisseurs philippins qui pratiquaient des opérations à main nue. Il explique les techniques d'illusionnistes utilisées. Mais est-ce que cette approche très rationnelle, très terre-à-terre, ne risque pas de fermer la porte un peu vite à des choses qu'on ne comprend pas encore? C'est une bonne question. Mais la zootétique, c'est pas nier pour nier. C'est demander des preuves solides, surtout quand l'affirmation est extraordinaire. Proportionner le doute à l'affirmation, en somme. Exactement. Brock fait bien la différence entre ce qui est inexpliqué pour le moment et ce qui serait inexplicable par nature. Et surtout, il montre que beaucoup de mystères s'expliquent très bien par des erreurs, des biais ou des trucages. Donc, le message clé à retenir de Le paranormal de Brock, c'est quoi? C'est un appel à la vigilance, à l'esprit critique. Vérifier les sources, questionner ce qui semble évident, se méfier du sensationnel sans preuve. Voilà. C'est pas juste un livre qui démonte des croyances. C'est une invitation à utiliser son jugement, à chercher la clarté. Brock parle de concilier le droit au rêve.
Ah, et le devoir de vigilance. J'aime bien cette formule. Moi aussi. C'est un bon équilibre. Et pour finir, une petite question à méditer, inspirée par tout ça. Face à quelque chose d'étonnant, on pourrait peut-être juste se demander, esprit critique, es-tu là? À bientôt à vous tous.